Dans cette partie du cours, nous allons voir comment on peut échanger des clés, donc des clés qui seront ensuite secrètes, de manière publique. C'est-à-dire qu'on est en accord au préalable de rien de particulier, on n'a pas de secret commun, et on va réussir à faire des interactions qui vont nous donner, à la fin de celle-ci, un secret en commun entre Alice et Bob. Toujours les deux mêmes personnes qui veulent partager un secret. Donc on a vu dans les chapitres précédents que on pouvait avoir des problèmes difficiles, comme l'exponentiation modulaire, qui soient réalisables dans un sens. Donc il est facile de calculer un exposant g puissance x modulo p, ça c'est facile à faire. On a vu qu'on avait des algorithmes pour le faire, par exemple le square and multiply. Mais par contre, à partir de g puissance x, à partir de cette valeur-là, il est dur de retrouver x, même si on connaît g et p. Donc c'est ce que vont utiliser Diffie et Hellman en 76 pour pouvoir créer un protocole d'échange de clés. Donc on va se donner une valeur P, donc ça c'est public, tout le monde connaît P, un entier premier d'au moins 230 chiffres, donc un nombre assez grand pour qu'on soit sûr. Et G, un générateur de Z sur PZ étoile, vous vous rappelez le générateur, c'est toutes les puissances successives de G vont nous donner tous les éléments dans Z sur PZ étoile. Parce qu'il est important dans ce cas-là qu'on soit dans un protocole qui soit bijectif, c'est-à-dire qu'à chaque image, on n'aurait qu'un seul antécédent. C'est pour ça qu'on doit prendre G, un générateur de cet ensemble Z sur PZ étoile. Donc ça va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, Alice va calculer quelque chose dans son coin, elle va choisir un nombre aléatoire, XA, donc dans Z sur PZ, donc ça va être un nombre entre, disons, 0 et P-1, pardon, entre 1 et P-1. Et Bob, lui, va choisir un nombre aléatoirement, pareil, entre 1 et P-1. Donc il va appeler ça XB. Donc on a deux valeurs, XA pour Alice, XB pour Bob. Ça, il les garde secrètes et il les dévoile à personne. Alice, elle va calculer une première valeur, YA, qui est G puissance XA. Donc elle connaît XA, elle connaît G, elle connaît P, donc tout le monde connaît G, tout le monde connaît P. Elle est la seule à connaître XA et elle calcule G puissance XA modulo P. Et elle envoie ça à Bob. Donc Bob, il va obtenir YA, mais il ne va pas être capable de retrouver XA, puisque ça, c'est un problème difficile, le problème du logarithme discret. C'est-à-dire extraire XA à partir de YA, on ne peut pas le faire, même si on connaît G et P. Bob, il fait pareil. Avec son XB qu'il a pris aléatoirement au départ, il calcule G puissance XB, il appelle ça YB, il envoie à Alice. Donc Alice, elle va recevoir ce YB, mais elle va avoir aucun moyen de retrouver le XB correspondant. Donc voilà. Alice a reçu YB, Bob a reçu YA. Maintenant, comment ça va se dérouler pour pouvoir calculer la clé secrète commune? Eh bien, ça va se dérouler de la manière suivante. Comme Alice a récupéré YB, elle peut l'élever à la puissance XA. Elle est la seule à connaître ce XA, donc elle est la seule à pouvoir faire ça. Donc elle calcule K, qui est YB puissance XA. Bob, lui, il a reçu YA de la part d'Alice. Et il connaît XB, c'est son secret qu'il a pris aléatoirement au départ. Donc il va calculer YA puissance XB, le tout modulo P à chaque fois. Et là, on va se rendre compte que K, qui est égal à YA puissance XB, est aussi égal à YB puissance XA. Alors pourquoi? Eh parce que YB, c'est GXB. Donc YB puissance XA, c'est GXB puissance XA. Donc ça fait G puissance XAXB. On rappelle que la puissance d'une puissance, c'est le produit des puissances finalement. D'un autre côté, Bob, il a YA puissance XB. YA, c'est G puissance XA. Donc là, il a G puissance XA puissance XB. Et là, de même, il a G puissance XAXB. Donc ils arrivent à avoir un secret commun, tous les deux. Ils ne pouvaient pas prévoir à l'avance quel allait être ce secret partagé, mais ils sont tous les deux en possession d'une valeur K, et ils sont les seuls à pouvoir la reconstituer. Celui qui regarde les interactions, eh bien, il voit passer YA, il voit passer YB, mais avec YA et YB seulement, on ne peut pas reconstituer la clé K. D'accord? Puisqu'il faudrait pouvoir élever YB à la puissance XA, ou bien élever YA à la puissance XB. Donc en résumé, on a deux valeurs publiques, P et G, donc ça tout le monde connaît. Alice et Bob, ils ont chacun un secret connu uniquement par Alice et connu uniquement par Bob, c'est XA et XB. Et à la fin, ils obtiennent un secret partagé commun, G puissance XA XB, entre Alice et Bob, et c'est les deux seuls à avoir ce secret-là. Alors quelle est la sécurité de ce protocole?
Bah, la sécurité, pour un attaquant, lui, il veut retrouver la clé secrète commune, G puissance XA XB. Le problème de Diffie-Hellman est le suivant. Étant donné un nombre au premier P et un générateur G de Z sur PZ, si on connaît YA, qui est envoyé ici, donc G puissance XA, et YB, G puissance XB, est-ce qu'on est capable de calculer G puissance XA XB modulo P? Mais ça, c'est un problème ouvert. Est-ce qu'on peut résoudre ce problème de Diffie-Hellman sans être capable de retrouver XA et XB? D'accord, c'est un peu différent puisqu'il a une connaissance supplémentaire, c'est-à-dire il connaît G puissance XA, il connaît G puissance XB, l'attaquant. Est-ce qu'il est capable de retrouver G puissance XA XB sans retrouver XA XB? Ça, c'est un problème qui est ouvert, mais beaucoup de choses pensent à croire que on est obligé de résoudre ce problème du logarithme discret pour pouvoir casser ce protocole. Donc en pratique, pour l'instant, c'est ça. Les meilleures attaques pour retrouver la clé secrète commune, c'est des attaques qui essaient de retrouver l'exposant. Alors là, on peut s'en servir pour faire un protocole de partage de secrets communs à distance. Donc là, on n'a pas besoin de s'échanger des informations au préalable, juste P et G, il n'y a rien de secret, d'accord? Contrairement à ce qu'on avait vu dans l'AES et les protocoles précédents où on devait se partager une clé secrète. Là, on n'a rien du tout en secret commun au départ, on a juste P et G que tout le monde connaît. Et avec ces interactions, on arrive à avoir une clé secrète qui est commune. Mais on n'a pas échangé de messages, on n'a pas chiffré quelque chose. À la fin, on a juste K en commun, mais K, c'est rien de particulier. Il n'y a pas d'information, de sens, de contenu dans cette clé K. C'est juste un moyen d'avoir un secret en commun. Donc une fois qu'on a ce secret commun, eh bien on s'en sert comme clé secrète d'un algorithme de chiffrement symétrique, comme le TS, l'AES ou tous les chiffrements qu'on a vus dans la partie chiffrement à clé privée. Donc ensuite on chiffre avec ces algorithmes, on envoie son message et on a réalisé un protocole cryptographique. Le problème c'est que Diffie-Hellman est un peu mécontent parce qu'ils n'ont pas réussi à chiffrer des messages, ils ont juste réussi à s'envoyer des messages, des informations qui leur permettent d'avoir un secret commun. Mais si vous voulez dire rendez-vous demain à midi, c'est impossible avec uniquement le protocole qu'ils proposent. Donc ils étaient déçus. Donc il va falloir trouver un moyen pour, à l'aide de ces problèmes d'expérimentation modulaire, construire un protocole de chiffrement. C'est ce qu'on verra par la suite. Mais en tout cas, c'est une très bonne première étape, hein, c'est un peu les origines de la cryptographie à clé publique, d'avoir ce protocole d'échange de clés. Donc ils sont déçus, mais ils ont quand même proposé une méthode qui est assez efficace pour s'échanger des clés. Il y a une attaque. Il y a un moyen de berner les utilisateurs de ce protocole-là, même si on n'est pas capable de résoudre le problème du logarithme discret. Cette attaque s'appelle l'attaque de Man in the Middle, l'homme du milieu. Donc on la fera en exercice tout à l'heure. Le but c'est, on n'est pas capable de résoudre le problème de logarithme discret, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de retrouver XA à partir de YA, mais on va quand même être capable d'avoir une clé secrète commune avec Alice et une clé secrète commune avec Bob. Ce ne sera pas la même. On peut voir un peu une analogie avec une partie d'échecs. Donc Garry Kasparov, c'était un immense champion d'échecs. Et bien en fait, on pourrait le battre aux échecs. N'importe qui dans la salle, là, n'importe qui, pourrait battre Garry Kasparov ou faire match nul contre lui. Alors c'est simple, on le convoque dans une pièce et on convoque un grand champion d'échecs dans une autre pièce. Donc on convoque deux champions d'échecs, chacun dans une pièce différente. Et on choisit d'avoir les pions blancs avec l'un et les pions noirs avec l'autre. Quand je dis les pions, c'est les pièces. On va se mettre dans la première pièce, on va commencer par jouer le pion blanc. On va aller dans la deuxième pièce et on va voir le déplacement des pions blancs de Garry Kasparov. Donc on regarde d'abord son déplacement de pion blanc et on va l'effectuer dans la pièce d'à côté. Ensuite, le grand maître que l'on joue, il va déplacer son pion noir, donc on regarde ce déplacement, on change de salle, et dans la salle où on a un autre maître d'échecs, on déplace le pion noir, comme il a été fait dans la salle précédente. Donc le but du jeu, c'est de faire l'intermédiaire, de se mettre au milieu, donc c'est ça l'attaque de Man in the Middle, c'est tu te mets au milieu, et puis tu n'agis pas, tu copies les actions qui ont été faites par les autres. Donc on verra comment on peut faire pour casser, pour en tout cas
profiter de la construction de Diffie-Hellman pour avoir une clé secrète partagée entre Alice et Bob. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo.